Matin de 7 h à 9 h, place maintenant au bar de l'économie présenté par Florence Fleur. Bonne année Florence, la reprise du bar de l'économie sur les FM Radio Anguin à 98 FM. Bon plan, bien sûr, l'actualité internationale, nationale, et puis des invités jusqu'à 10h30. Bonjour, rebonjour Florence. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bonne année à vous tous, et surtout bonne santé. Et plein de belles choses. Plein de belles choses, et puis moi je souhaite surtout la paix dans le monde, de l'amour et de la bienveillance, on en a bien besoin en ce moment. Allez, c'est parti pour le bar de l'économie, très bonne émission Florence. Justement, on a l'association Actif avec nous aujourd'hui. Ça tombe bien, on fait le relais avec Alexis qui en parlait il y a quelques secondes. Alors, par contre, il a dit une petite erreur. C'est pas le Parlement italien qui nous a pris. C'est pas le Parlement européen, c'est le Parlement italien qui nous a pris. Oui, je l'avais noté moi. Angie. Angie, exactement. Bien devant le micro. Voilà, vous parlez bien devant le micro. Attention. Bonjour, rebonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici de retour pour le bar de l'économie. Et comme je vous le disais, eh bien, une très très belle année 2019. Moi, ce que je souhaite, c'est bienveillance, amour et paix dans le monde. Et surtout, bien sûr, la santé, notre bien le plus précieux. Alors aujourd'hui, si vous avez un handicap et que vous souhaitez vous faire aider pour trouver un job, ou alors si vous souhaitez mieux collaborer entre les salariés, ou encore améliorer vos processus de gestion, et enfin booster vos rencontres personnelles si vous avez plus de 50 ans, et bien voilà tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, lundi 7 janvier. Pour débattre, j'accueille tout de suite Geneviève Caillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Actif, H-A-C-T-I-F, une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes handicapées, et vous avez créé le premier espace de coworking pour cela, justement. Vous êtes la finaliste du concours Créatrice d'avenir 2018, vous êtes installée en Val d'Oise, et puis vous avez aussi été primée, comme l'a dit Alexis, notre journaliste aux infos de 9 h, vous avez été primée par le Parlement italien, par Angie. À vos côtés, vous êtes accompagné par Giora Haïb et Jean-Christophe Loza qui témoigneront sans doute. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci en tout cas d'être là avec nous aujourd'hui. Donc on parlera ensemble, Geneviève Caillé, non seulement de votre association, mais aussi du concours à venir. On aimerait savoir comment ça se passe et comment vous avez été justement la primée finaliste au concours 2018. À vos côtés aujourd'hui, Benjamin Wechter, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Objectif Lune France depuis 2009 et vous êtes aussi le vice-président des services professionnels du groupe Objectif Lune, qui est d'ailleurs un groupe canadien. Alors vous êtes un éditeur de logiciels, alors de composition, d'automatisation des processus de gestion, de sortie multicanal, un mot bien technique que vous allez nous expliquer d'ailleurs, mais aussi de capture de données. Avec vous, je pense que vous êtes à la recherche de plein de choses. On va savoir un petit peu ce que vous pouvez faire avec vos produits et puis quelles sont vos attentes pour 2019. À vos côtés, Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour, tous les deux. Vous êtes, merci, pour vous aussi. Vous êtes directeur commercial chez Oudrive, en charge du développement en France, mais aussi à l'international, si j'ai bien compris. Exactement. Votre objectif, c'est de développer des partenaires, car votre société édite des logiciels aussi, mais eux, dans le partage de données, et puis vous offrez des solutions collaboratives, des logiciels de sauvegarde et d'archivage, et aussi de l'identité et de la signature numérique qui est obligatoire lorsqu'on veut envoyer ses factures, et vous allez d'ailleurs nous en parler tout à l'heure. Et enfin, notre start-up du jour, c'est Margot Citruc qui est directrice de la start-up du jour qui s'appelle Passion. Elle est aussi la fondatrice. Bonjour Margot. Bonjour. Vous avez fondé donc Passion, la première application peut-être de rencontre 100% mobile pour les plus de 50 ans. Donc avec vous, on va savoir comment ça se passe, pourquoi, quels sont vos associés, vos modes de financement, comment vous allez vous développer. Bref, on saura tout ça tout à l'heure. Et puis en principe, nos chroniqueurs du jour vont peut-être arriver, je ne sais pas, comme c'est la reprise, on va voir. On attend nos chroniqueurs sportifs et notre chroniqueuse dans l'immobilier. On va tout de suite faire une jolie pause musicale. Et pour bien commencer notre année 2019, j'ai choisi Michael Bublé avec It's a Beautiful Day. Alors en fait, je ne suis pas la grande gagnante. Je ne suis que finaliste
15 finalistes. Ça fait rien. C'est pas grave. Non, non, mais c'est déjà, C'est déjà- C'est déjà drôlement c'est bien. déjà gagné. C'est déjà gagnant. Donc la grande gagnante de Catrice d'Avenir, c'est Tatou Téton, qui est une entreprise qui fait du tatouage des mamelons après réparation. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais j'ai pas encore reçu la liste. Vous n'avez pas reçu encore? De toute la liste des finalistes, non. On est 15 finalistes. Mais j'ai reçu que les noms de ceux qui sont dans le 95. C'est pas grave. C'est une valdoisienne de toute façon. Tatou Téton fait partie du Val-d'Oisien. D'accord. Ah bon, bah je verrai avec Il y a eux. 3 Valdoisiens, en fait on est 4 Valdoisiens et il y en a 2 qui ont été D'accord. gagnantes. Il y a Tatou Téton et Job La Motard. Moi, je sais plus. Ah bah merci, c'est bien que vous allez me faire la liste. Job Back, C'est voilà. Job Back. Ouais, c'est ça. Et par rapport à Objectif Lune et Woodrive, c'est un partenariat en fait. Du coup, à un moment donné, ça va se rejoindre. Oui, mais ils vont parler l'un D'accord. après l'autre. de toute D'accord, manière, donc ça j'ai va ça. se rejoindre. Ok. Ils me l'ont dit quand Ah vous oui, n'étiez pas là. Vous me dites qu'en 2 minutes, les 2 minutes sont passées? Non, j'ai pas vraiment contrôlé, mais on va y aller. Hein. On y va? Ok. Il y a du monde. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie après avoir entendu It's a Beautiful Day. Et oui, c'est un beau jour, c'est la reprise du bar de l'économie. On est content de vous retrouver ce matin. Alors, les infos du jour, eh bien, la première info, c'est 58 000 personnes au chômage partiel du fait des Gilets jaunes. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a indiqué hier sur BFM avoir débloqué 32 millions d'euros pour payer les salaires des quelques 58 000 personnes au chômage partiel du fait de la crise des Gilets jaunes qui fragilise l'emploi. J'en ai déjà parlé au mois de décembre. Dans 92% des cas, ce sont des PME dans le commerce, la construction, l'artisanat et un petit peu dans l'industrie, a-t-elle précisé. Ce sont 4 millions d'heures de travail potentiel perdues. C'est aussi un des effets de la violence qui fragilise l'emploi et nos petits commerces. Et cela m'inquiète beaucoup, a-t-elle ajouté. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi 4 millions d'heures de travail potentiel perdues. Eh bien c'est en partie du fait des routes bloquées et des camions bloqués qui n'ont pas pu livrer. Et les industries et les commerces et le bâtiment ont dû reporter des projets et n'ont pas pu travailler. Le chômage technique ou partiel, aussi appelé activité partielle, permet aussi de suspendre ou de réduire temporairement l'activité des salariés tout en leur assurant une rémunération financée par l'État ou l'UNEDIC. L'effet indirect négatif des manifestations des Gilets jaunes est très important et on peut regretter que depuis ce week-end, ces Gilets jaunes soient tombés dans un système d'émeute en plus violente. Ils auraient peut-être plutôt intérêt à s'impliquer dans le débat pour être constructifs. Deuxième info du jour, fin 2018, de nouveaux problèmes techniques pour Facebook qui a exposé des photos de 6,8 millions d'utilisateurs à des partenaires non autorisés. C'est ce qu'ils ont annoncé au lendemain de leur ouverture d'une boutique à New York, qui était une boutique éphémère qui était censée présenter leurs efforts pour respecter la vie privée de 2 milliards d'utilisateurs. Et donc les photos de 6,8 millions d'utilisations ont pu être consultées sans autorisation par plusieurs centaines de développeurs travaillant pour des entreprises partenaires de Facebook. Bon, ils disent que maintenant, ils ont réparé le problème. Troisième info du jour, à compter du 1er janvier 2019, 5 villes du territoire de Plaine Commune mettent en œuvre un nouvel outil de lutte contre l'habitat indigne, c'est le permis de louer. Ce permis de louer a été instauré à Aubervilliers, La Courneuve, Pierrefitte, Saint-Denis et Stein, et porte uniquement dans les secteurs où le logement indigne du parc privé est le plus important. Il contraint les propriétaires de ces secteurs à obtenir une autorisation qui garantit que le logement offre des conditions de vie indignes. Le taux de logement indignes dans le parc privé des villes que je viens de citer est de 17%, alors qu'il ne représente que 7,5% en Seine-Saint-Denis. En 2019, on estime que 2000 logements dans ces 5 villes devront faire l'objet d'un permis de louer. Les propriétaires doivent retirer un dossier en mairie avant de mettre leurs biens en location et la commune concernée s'engage à répondre aux propriétaires dans un délai de 15 jours à compter de la remise du dossier. Les propriétaires qui ne se plient pas à ce nouveau dispositif encourent des sanctions allant de 5 000 à 15 000 euros.
L'établissement public territorial Plaine Commune est une structure intercommunale créée en janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Et elle est située, je rappelle, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc elle comprend 9 communes en tout: Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stein et Villetaneuse. Mais ce permis de louer, comme je l'ai dit, il ne concerne que 5 communes. Dernière info du jour, eh bien, c'est la CCI du Val d'Oise et ABC Portage qui associent leurs compétences en faveur des entreprises du Val d'Oise. Ils ont signé une convention de partenariat fin 2018 et ABC Portage fait partie des premiers groupes de portage salarial en France. Ils sont présents dans des pôles économiques comme Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse et ils proposent à ses consultants une offre de portage salarial certifiée ISO 9001 par Bureau Veritas. Et ça, ce sera notamment pour toutes les soirées créateurs organisées en Val d'Oise. Je note que ABC Portage porte actuellement plus de 10 000 consultants. Et la CCI du Val d'Oise est au service des 41 095 entrepreneurs, commerçants et prestataires de services du territoire du Val d'Oise. Ses principales missions sont la création et la reprise d'entreprises, la transition digitale, les réseaux d'entreprises, le développement à l'international, la formation, l'innovation, l'implantation, la stratégie commerciale, et elle intervient dans de multiples domaines touchant notamment au développement économique local. Et si d'ailleurs vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont ouverts et à votre disposition. Voilà pour les infos d'aujourd'hui. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avant de passer la parole à nos invités du jour. Petit papier. On a 3 minutes, c'est ça? Ah non, on a plus. Plus? D'accord. Ah non, bah non, là on a jusqu'à 10h30 ensemble. La pause. À la pause, on a 2 minutes de pause. Musicale. Musicale. C'est pas grave. Si je le mets pas là. Hop. C'est des respirations, c'est des extraits. Alors là, c'est une très belle... si vous voulez écouter la musique, c'est magnifique la voix de cette jeune femme. Mais il faut mettre le casque. Parce qu'à cause de Facebook, je peux pas mettre le son trop fort. Parce qu'on est retransmis sur Facebook en direct. Ah, d'accord. J'ai un casque de plus si vous voulez. Si vous voulez changer, basculer les casques après. Voilà. C'était dans le Parisien, la mauvaise info. C'était un Parisien. Oui, c'est le Parlement italien. En fait. Et moi j'ai la bonne info. Et nous, on avait la mauvaise info. Merci. Donc, vous avez de la... Vous avez Voilà. trouvé la place, c'est bon? On a senti... Non, j'ai mangé autre chose. Ça donne le frisson, je trouve, cette musique. Donc vous étiez 15 finalistes, hein, c'est ça? Voilà, on était 15 finalistes, dont 4 sur Val d'Oise. Et la grande gagnante est une Valdoisienne. Alors qui est-ce qui s'occupe de vous au niveau d'initiative? Alors j'ai, par rapport à Créatrices d'Avenir, c'était Amel Guédoun. Ensuite, je suis accompagnée maintenant par Juliette Courtaigne qui s'occupe en fait des entreprises et des créateurs d'entreprises ESS. Amel Guédoun, elle est en Val d'Oise, elle. Elle est dans la Ah, oui, parce que je l'ai rencontrée, cette jeune femme. Oui, Amel est très active. Magnifique voix, ne trouvez-vous pas, de Lauren Aldred dans ce titre qui s'appelle Never Enough dans le film The Greatest Showman. Et je trouve que cette voix, elle donne les frissons. C'est pour ça que j'ai voulu commencer doucement cette émission d'aujourd'hui
en pensant aux fêtes qui viennent de se terminer, en se disant on va baigner un petit peu encore dans la fête. Voilà. Voilà pour les musiques qu'on a sélectionnées pour vous aujourd'hui. Alors tout de suite, on va passer la parole à Geneviève Caillé, notre première invitée du jour. Geneviève Caillé, vous êtes la fondatrice de Actif, une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes handicapées. Alors dites-nous un petit peu comment vous est venue cette idée. Et je rappelle que vous avez été l'une des 15 finalistes du concours Créatrices d'Avenir, ça on en parlera tout de suite après. Comment vous est venue l'idée de créer cette association? Alors bonjour, puis bonne année aussi. Alors Actif, je précise que c'est avec un H comme handicap, bien entendu. Et cette idée, c'était venu en 2007, il y a plus de 10 ans que je travaille sur ce projet avec 2 autres collaborateurs, dont Joraï qui est présente aujourd'hui. Et parce que nous avons eu, moi je suis aussi personne handicapée, ça ne se voit pas, donc j'ai un handicap invisible. Et il a fallu qu'on mette en place des moyens pour pouvoir et travailler et aussi nous soigner. Et malheureusement, avec tout ce qui peut se passer, on a eu beaucoup de difficultés. On n'a pas réussi à prendre des formations, des choses comme ça. Donc on s'est dit, il faut agir. Nous, on a pu agir seul. Moi, personnellement, j'ai repris des études il y a 4 ans. J'ai pu agir seul parce que j'ai peut-être cette détermination. Mais tout le monde ne l'a pas. Donc il faut qu'on mette des choses en plus en place. Et une chose importante, c'est que les pathologies que l'on a évoluent. Et jusqu'à maintenant, dans les aides que l'on a, malheureusement, on ne peut pas prendre en considération les Cap emploi, etc., n'ont pas le temps, n'ont pas la possibilité de prendre en considération l'évolution de la pathologie. Vous voulez dire que dans les entreprises ou les associations qui existent actuellement, qui accompagnent les handicapés, on ne prend pas en compte l'évolution de la maladie, on prend la personne à un stade X, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, alors, généralement, oui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut vraiment connaître la personne et rentrer en fait dans l'intimité de la personne pour comprendre ce qu'elle va devenir dans 5 ans ou dans 10 ans. Et notre but, c'est ça, c'est le fait d'accompagner ces personnes-là pour assurer et la personne et l'entreprise qui va la recruter d'être sûr d'avoir le métier et la personne qui va rester dans l'entreprise. Alors, expliquez-nous un petit peu également pour les entreprises, quelle est l'obligation, en fait, dans le recrutement des personnes handicapées, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas tout à fait au courant et c'est compliqué. C'est assez compliqué, oui. Alors, on est là justement actifs pour accompagner toutes les PME et les TPE qui souhaitent se lancer dans une politique handicap inclusive, comme le dit actuellement le gouvernement. Donc il faut arriver au 20e salarié. Je précise bien, c'est pas après le 20e salarié, c'est arriver au 20e salarié. Toute entreprise doit déclarer, faire une déclaration de ce qu'on appelle les obligations d'emploi de travailleurs handicapés. Hein, sinon, on paye une contribution si on ne met pas d'action en place. Ces contributions peuvent monter jusqu'à 1500 fois le SMIC horaire de ce qu'on appelle les unités bénéficiaires, c'est-à-dire pour une entreprise de 20 salariés, vous devez avoir une unité bénéficiaire. Donc si vous ne mettez rien en place pendant 3 ans, vous allez payer 1500 fois le SMIC horaire de la personne, du moins de l'unité que vous n'avez pas mise en place. Donc nous, notre travail, notre job, c'est de prendre en considération ces problématiques de l'entreprise et de les aider à mettre en place des moyens, des solutions, des idées pour pouvoir justement répondre à leurs obligations et en même temps les aider peut-être à vouloir agir en faveur du handicap sans obligation forcément. Alors, donc sans obligation, c'est-à-dire? Il y a des entreprises, on s'est aperçu en tournant à droite et à gauche dans nos enquêtes, qu'on a plus d'entrepreneurs individuels, de jeunes, de petites entreprises qui sont, qui sont concernés par le handicap personnellement, et souhaitent agir, mais n'ont pas les moyens ou la possibilité ou le manque de connaissances, comme vous disiez tout à l'heure, pour agir en faveur du handicap. Elles ont parce qu'elles veulent agir tout simplement sans répondre à leurs obligations, préparer ce qu'elles veulent mettre en place. Alors qu'est-ce que vous leur proposez si on vient vous voir? Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises pour justement les aider dans ce cadre-là? Comment ça se passe quand on vient vous voir? Tout simplement, on leur propose d'être, je dirais, la mission handicap des PME. On va centrer dans le cœur du métier de l'entreprise, découvrir du bas et connaître le métier de l'entreprise parce qu'il est important de le connaître, savoir ce qu'elle fonctionne, ce qu'elle attend, quels sont les postes qui pourraient être susceptibles d'être adaptés à un handicap, quel type de handicap, ça c'est à nous de le gérer. On va mettre en place des pénibilités de postes pour voir selon les postes quels sont les styles de handicap qu'on peut mettre en place. On va après recruter et chercher avec eux comment recruter les personnes. Nous, on va regarder de notre côté les formations possibles, s'il manque un niveau de formation pour que la personne puisse répondre à ces demandes. On a des partenariats avec des grandes écoles comme par exemple le groupe IGS, où Joraï d'ailleurs suit actuellement une formation justement pour un BTS de communication. Et nous, on met en place aussi cet accompagnement, on les aide à avoir le niveau attendu par les entreprises, parce que malheureusement, beaucoup de personnes handicapées n'ont pas le niveau attendu des entreprises. Donc nous, notre but, notre action, c'est que tous nos membres, toutes nos personnes qu'on accompagne aient un bac+2 minimum.
D'accord, donc vous travaillez en fait des deux côtés. Vous accompagnez Voilà. et l'handicapé et l'entreprise qui vient se frapper à votre Voilà. porte. Le but, c'est vraiment d'être le lien entre la personne handicapée et l'entreprise et assurer aussi bien des deux côtés que le travail qu'ils vont avoir est pérenne. Et la grande inquiétude des entreprises actuellement, c'est justement, on veut faire des efforts, on veut bien faire quelque chose, mais si dans 2 ans, dans 3 ans, la personne retombe malade, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Bien sûr, Et comme bah nous, oui, on ça prend fait peur à tout le l'évolution de monde. la pathologie, exactement. On travaille aussi en accord avec l'inspection du travail, pas l'inspection du travail, la médecine du travail, pour assurer justement que le choix qu'on a pris de parcours professionnel pour la personne qu'on accompagne va vraiment tenir ses engagements par rapport à l'évolution de sa pathologie. Hein, on ne pourra pas mettre des choses en place. Je ne vais pas dire Jora qu'elle va être danseuse étoile, alors que je sais que malheureusement dans quelques années, elle sera dans son fauteuil roulant complètement et constamment. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble pour mettre en place un parcours d'un projet professionnel dans la communication. Alors justement, on va passer la parole peut-être à Jora Haïb. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors mon parcours, il y a 10 ans, je rencontre Geneviève Caillé. Et donc, je lui sépare un peu de mes difficultés à me réinsérer dans l'emploi. J'ai un parcours personnel chaotique dû à ma santé Fragile. et j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, chez les médecins. Donc, j'étais à la base pas diplômée. Et quand Geneviève a repris ses études, ça m'a fait un tilt à moi aussi. J'ai dit, il est là le problème, c'est qu'on n'a pas de diplôme. Donc j'ai aussi passé moi mon bac à 40 ans. Et donc ça a été une révélation. Et en fait, peu à peu, je m'adressais tout le temps à Geneviève en disant, là j'ai des difficultés pour le transport, j'ai des difficultés pour ci, pour là. Et puis Geneviève a pallié à ces difficultés en regardant ce qu'elle pouvait mettre en place pour un transport, pour m'accompagner en formation. Chose qui n'a pas été possible quand j'ai voulu faire un BTS la première fois, parce que il y a des contraintes, on va dire, qu'on nous impose, et donc j'ai dû abandonner une première fois mes études au bout de 2 mois, parce que j'ai dû prendre les transports en commun. Et donc, oui, c'est très difficile. Et donc là, avec le partenariat de l'IGS et Geneviève qui en fait me permet de me concentrer sur mes études, elle s'occupe de toute la partie logistique. C'est-à-dire qu'elle m'a trouvé un chauffeur, elle a trouvé les financements qui existent pour m'accompagner dans mes études. Donc en fait, moi j'ai juste à me concentrer sur vos études. Et à ramener la meilleure note possible. Voilà, alors le financement justement, parlons-en. Comment vous vous faites financer, Geneviève Caillé? Alors nous sommes en attente de subventions aussi bien dans les collectivités, départements, régions, etc. Mais en même temps, on fait des attentes de subventions vis-à-vis des entreprises privées qui sont intéressées justement par la réinsertion des personnes handicapées et surtout avec notre espace de coworking, puisque l'espace de coworking qu'on met en place... Alors ça, c'est la deuxième chose que fait donc Actif, votre association. Vous avez mis en place un espace de coworking. Alors on met en place le premier espace, je suis fière de dire, le premier espace de coworking qui est non seulement accessible, parce que vous en avez beaucoup d'espaces qui sont accessibles, mais qui est adapté et aménagé, et je précise, à tout type de handicap. C'est-à-dire que nos postes de travail sont aménagés avec des bureaux qui s'élèvent, des fauteuils ergonomiques, etc. Mais aussi, au fur et à mesure, on va mettre en place des postes informatisés pour tous les handicaps sensoriels, auditifs et visuels. Donc ce sont malheureusement des choses qui coûtent très cher. Donc on met en place des partenariats aussi avec des entreprises pour le mobilier, pour l'informatique, etc. Donc on cherche encore des partenaires, on cherche toujours plein de partenaires et des personnes qui nous permettent justement d'aller plus loin. Parce que notre but, c'est vraiment d'informatiser tous nos postes. Bien sûr. Et là, les nouveaux moyens technologiques permettent je pense, d'améliorer très facilement, parce qu'il y a des jolies évolutions pour tous les déficients, notamment les déficients visuels ou de la parole ou auditifs. C'est en pleine évolution en ce moment. Voilà. C'est en pleine évolution, et en plus de ça, pour la personne handicapée et pour l'entreprise, je précise parce que les deux sont gagnants dans ce domaine-là,
Ça va permettre de développer le télétravail qui est en plein essor actuellement et ça donne la possibilité à l'entreprise de se préparer à accueillir et non pas de se déléguer sur actif pour ses salariés, mais de se préparer à accueillir la personne handicapée. Et à la personne handicapée, ça lui permet de se réinsérer par le biais du télétravail en douceur dans les métiers du numérique, bien entendu. Bien entendu. Alors Sylvain Lefebvre, vous êtes dirigeant d'entreprise, enfin, directeur commercial chez WooDrive actuellement, c'est pour ça que vous êtes là au micro, mais vous avez été votre propre patron et dans différentes autres entreprises avant. À chaque fois que Geneviève Caillé, je vous voyais hocher la tête. Donc pour vous, c'est le parcours du combattant quand on est une entreprise et qu'on se pose la question justement du travailleur handicapé? En réalité, je ne sais pas si on se la pose à chaque fois. Je pense qu'on se la pose par contrainte bien souvent parce que un certain nombre de législations ou un certain nombre de règles vont venir nous contraindre à. Alors qu'il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure juste en préparation, juste avant, il y a, je pense, énormément de choses à faire, en tous les cas à activer sur cette partie-là. Et puis on faisait un parallèle entre de plus en plus de home office ou en tous les cas de travail depuis chez soi ou en tous les cas délocaliser des bureaux classiques. Sur lesquels on a la possibilité d'activer ce genre de choses. Donc effectivement, je pense tout d'abord que c'est indispensable. Une entreprise, ça se réussit à tous, et pas uniquement ceux qui sont capables de courir le matin, seuls. Et ensuite, on a besoin de toutes les forces. Donc quand on voit la volonté qu'il faut, la force de caractère qu'il faut, elle est indispensable aussi dans une entreprise dans les moments compliqués ou difficiles. Et est-ce que dans les entreprises dans lesquelles vous avez été, qui ont été sensibilisées à ce problème, est-ce que c'est pour vous, c'était facile, le parcours était facile, comment ça se passait? Non, ça n'a jamais été facile parce que je pense tout d'abord qu'on arrive dans un monde qu'on connaît peu ou pas. Moi, j'ai pas été dans des écoles dans lesquelles les handicapés étaient inclus. J'ai pas fait mes premiers stages ou mes premières expériences dans des entreprises. Je suis pas tout jeune non plus, donc vous n'êtes pas vieux, vous avez une quarantaine d'années, donc ça va. Un peu plus que ça, mais en tous les cas, les entreprises n'étaient pas préparées et il n'y avait pas cette inclusion, je dirais. Donc, la principale difficulté, c'est ce manque d'expérience, ce manque de recul. Et puis quand on crée une entreprise, quand on est dans une entreprise, quand on est à la direction d'une entreprise, on est avant tout dans la réussite et dans le plus vers l'avant, dans le développement, dans un certain nombre de choses. Et venir y mettre cette part de handicap-là n'est pas forcément des priorités. Donc c'est pour ça que dans le passé, je pense que ça n'a pas toujours été correctement. Merci beaucoup Sylvain Lefebvre pour ce témoignage. Alors Geneviève Caillé, combien ça coûte à une entreprise si on fait appel à vous? Comment ça se passe? Alors, comment ça passe? Ça coûte pas très cher, finalement. Et ça peut rapporter beaucoup. Voilà, ça peut rapporter beaucoup, ça c'est vrai. En fait, on se positionne par rapport au niveau de l'entreprise, à ses obligations, et on a des partenariats qui prennent en charge toute l'année. On fait un pourcentage par rapport à la contribution qui doit être réglée par l'entreprise. Le fait de passer par nous, justement, va lui permettre de mettre en place des actions et faire du recrutement du maintien, surtout que la loi est en train de changer, d'évoluer, donc on prépare justement à la transition actuelle. 2019, en plus de ça, la 1er janvier, ça commence aussi pour certaines choses, dans la nouvelle législation, avec l'ouverture de l'intérim pour les entreprises qui ont des personnes handicapées qui peuvent mettre à disposition. Donc, ça, peut-être qu'on en parlera une autre fois, parce que c'est assez complexe. Mais donc, nous, on offre par un partenariat, on a aussi des actions bien déterminées, mais le plus intéressant pour l'entreprise, c'est de créer un partenariat avec nous, où on deviendra la mission handicap de cette entreprise. Et on mettra en place non seulement donc, les maintiens en emploi, le recrutement, etc., mais aussi toutes les actions qui sont en faveur du handicap, comme le travail avec les établissements protégés, ou alors les formations, ou alors juste des sensibilisations auprès des managers ou des collègues de travail, ou simplement aussi des formations sur le handicap, puisque comme vous le disiez très bien, ça manque, et le handicap, on en a peur des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous, on est baignés dedans depuis notre naissance, on va dire. C'est pas contagieux. Voilà, attends, c'est pas contagieux, absolument pas. Et le but, c'est vraiment d'apporter tous ces moyens, tous ces outils à tout le monde, aussi bien aux managers, aux patrons, aux collaborateurs aussi de la personne avec qui ils travaillent, de s'intégrer. Et aussi à la personne handicapée, parce qu'elle aussi, elle a besoin d'outils pour s'intégrer. Des fois, c'est aussi très dur quand vous reprenez le travail après un handicap. Bien sûr, bien sûr. Il faut revenir dans... Oui. Pour revenir dans l'entreprise et on a perdu un petit peu le fil de toute l'équipe salariale. Sylvain Lefebvre. Non, juste une remarque par rapport à ça. C'est, vous disiez tout à l'heure une chose qui je pense est essentielle dans l'entreprise, c'est qu'on a effectivement cette méconnaissance, sauf si on est touché par le handicap de manière proche, de l'évolution de la maladie ou de l'évolution du handicap.
Et je pense que vous avez une force dans ce que vous avez monté dans l'approche que vous avez, c'est le fait de discuter et d'anticiper avec les entreprises et avec les personnes handicapées sur les évolutions qu'il va y avoir, et le fait de dire tout ça est géré, tout ça est prévu, encore une fois, il n'y a pas d'angoisse particulière. Voilà, c'est ça le pro. Je trouve que là, c'est une bonne approche, parce que le fait de gérer pour le chef d'entreprise, ça sera un soulagement, à mon avis, pour lui. Pour les deux, Parce que pour la c'est personne handicapée aussi, parce que ça lui... C'est très difficile pour la personne handicapée parce que ça l'oblige de prendre conscience de ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Et souvent, on a un processus de résilience qui est très difficile à faire. Et même la personne handicapée a du mal à accepter ce qu'elle va devenir. Bien sûr. Son handicap aura eu du mal à se dire qu'elle ne sera jamais dans ces étoiles. Donc maintenant, elle a compris. Mais, voilà. Donc c'est vraiment le moyen de... On est le lien entre l'entreprise et la personne handicapée. Mais on voit, non pas dans 2 ans, on voit dans 5 ans, dans 10 ans, le plus longtemps possible pour que les deux se sentent rassurés. Alors, l'espace de coworking, à qui est-il destiné? Est-ce qu'il est destiné à ceux qui ont des projets à titre personnel ou c'est pour des travailleurs? Ce serait un peu comme du portage salarial. Comment vous envisagez? Alors, on va passer la parole à Jean-Christophe Loza pour répondre sur ce sujet qui s'occupe justement des partenariats. Donc en fait, il sera destiné en fait à des indépendants, donc que ce soit des informaticiens, des graphistes, des personnes qui peuvent être comptables, des personnes qui ont donc un rôle d'indépendant, mais aussi à la fois des métiers sur le médical, comme toute personne qui auront besoin d'un espace de coworking adapté et non adapté, parce qu'il peut aussi y avoir des valides. Vous allez accepter des valides aussi? Exactement, parce que l'idée c'est comme vous voyez, moi j'ai pas de handicap, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose qui puisse être la rencontre, en fait, la rencontre donc des deux mondes, donc valide et non valide, et à la fois en formation et donc dans un poste de travail, que ce soit sur le numérique, mais aussi sur d'autres métiers. L'idée c'est vraiment les rencontres, toutes les rencontres, et pas simplement d'enfermer dans un monde de personnes handicapées et puis de personnes... D'accord, donc tout le monde peut faire appel à vous. Alors si on veut faire appel à vous, Jean-Christophe Loza, où ça se passe? Où faut-il venir? Qui faut-il appeler? Comment on fait? Pour l'instant, le plus simple, c'est de pouvoir m'envoyer un mail, à contact@actif.fr, ça c'est le plus simple. Sinon, de m'envoyer un mail ou de répondre via notre page Facebook, parce que pour l'instant, on a un site internet, mais qui n'est pas encore très qui n'est pas encore développé complètement. Voilà, exactement. Mais du coup, nos réseaux sociaux sont quand même très actifs là-dessus, comme on peut le dire. Donc du coup, on peut m'envoyer tout à fait un message pour pouvoir, soit pour me dire qu'il y a des recrutements en vue pour la mission handicap, ou bien pour pouvoir réserver donc des places sur le coworking qui va bientôt ouvrir. Voilà. Alors le lieu du coworking sera où? À Cergy. Voilà, donc dans le quartier de Saint-Christophe, donc au Genois, pas très loin de l'hôtel de ville, et vraiment même pas 2 minutes à pied de la gare, donc, et tout accessible. Merci beaucoup Jean-Christophe Loza. Je vous propose qu'on fasse tout de suite une autre pause musicale, et puis on revient tout de suite avec nos invités. J'ai choisi un groupe que peut-être vous ne connaissez pas, je ne sais pas, on va voir. C'est le groupe Pentatonix avec son titre qui s'appelle Little Drummer Boy, pardon. Écoutez bien. En fait, c'est un groupe c'est a cappella, il n'y a pas de... C'est eux qui font tout. Ah, c'est la C'est génial, c'est excellent. La bebop. On les instruments avec leur bouche. Ouais. La b-box, vous appelez ça? B-box. Paraît-il. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'appelle ça a cappella. Beatbox. Je crois que c'est Oui, B-E-A-T, ouais, c'est beatbox. Beatbox. Parce qu'il y a le bruitage des instruments, en fait. Ah, beatbox. 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 D'accord. Bon, bah, faut que je me mette dans le temps du jour. Voilà. Alors, est-ce que Geneviève Caillet, on a presque tout dit là, je pense. Par contre, on n'a pas parlé de créatrice d'avenir. J'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu. Et si redire pour la campagne de financement participatif sur oui. Fidivo, qui nous aide à aménager des postes, qui va nous aider à aménager plus de postes. Alors ça, c'est fait par qui cette campagne? Alors c'est nous, on a lancé une campagne de financement participatif sur le site Tudigo. Et ça nous permet de récolter le plus de fonds possible pour informatiser le plus de postes possible. Sachant qu'il faut compter 2 000 à 3 000 euros pour informatiser entièrement un poste, avec des logiciels adaptés. D'accord. Donc on va finir avec ça et puis... Même si on cherche d'autres mécènes pour tout le reste de nos actions. Donc ça c'est pour Tudigo, c'est pour notre
Par contre, il y a une chose que tu as pas dit, c'est qu'on peut, je sais pas comment on dit ça, on peut être la plateforme intérimaire. Oui, mais justement, si je commençais à en parler, Le portage. En disant qu'on peut être... Bon, on a parlé du portage salarial. on accueille en fait on les accueille les salariés. salariés des entreprises qui sont handicapés pour les permettre de se réinsérer. On n'a pas dit comme ça. J'ai dit que C'est la notion de portage. voilà, c'est quand j'ai dit de la mise à disposition et quand on accueille, on peut le redire. On peut le redire, oui. Toi, tu l'as pas compris, on va le Bah, redire. parce que tout le monde ne comprend pas forcément. C'est sûr. Oui, non, mais de toute façon, Un peu technique. il faut répéter de toute manière. J'ai des termes peut-être un peu trop techniques. Technique. Dans ce cas-là, c'est vous qui salariez les. Alors là, il faut qu'on soit. La législation qui sort à partir du 1er janvier fait des tests justement pour faire bénéficier aux entreprises de cette mise à disposition des personnes handicapées au sein de leur entreprise en intérimaire. Donc c'est un test pour l'instant. Toutes les entreprises qui accompagnent, toutes les associations qui accompagnent les salariés semblent pouvoir le faire. Donc là, il faut que j'ai une formation aussi de moi. C'est-à-dire que nous, on vous trouve une personne, on l'installe chez vous pour un intérim et ça va rentrer à 100% dans votre quota. Allez, on va reprendre. D'accord. Ça vous plaît bien. C'était le groupe Pentatonix avec Little Drummer Boy. En fait, l'intérêt de ce groupe, c'est que tout est en a cappella, comme on dit, c'est-à-dire en beatbox. Ça, c'est le nouveau mot à la mode pour dire qu'il n'y a pas d'instrument, tout est fait avec leur bouche. Et je trouve que c'est quand même fantastique. Ça vaut le coup d'acheter leur disque. Et puis, ils ont fait aussi un spécial Noël. Je vous conseille d'acheter leur disque. Alors, on revient avec nos invités du jour, qui sont Geneviève Caillé, fondatrice de Actif avec un H, de Benjamin Wechter, président d'Objectif Lune, de Sylvain Lefebvre, directeur commercial chez Oudrive, et de Margot Citruc, directrice de notre start-up du jour, c'est la société Passion. On était avec Geneviève Caillé, on parlait donc des différentes possibilités qu'on pouvait faire avec son association Actif, une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes handicapées et qui a créé le premier espace de coworking. Mais en plus, vous faites aussi du portage salarial, ça on l'a un petit peu dit tout à l'heure. Et puis, vous êtes en train de lancer, vous financez par des subventions, mais aussi par du mécénat, et vous venez de lancer une campagne de financement participatif. Comment avez-vous fait ? Alors, on est allé, alors c'est Initiative 95 qui nous accompagne aussi dans notre projet, qui nous a conseillé de passer par là. Et donc, on a mis en place sur le site de Tubo une campagne participative, de financement participatif, pour nous permettre de lever des fonds pour justement informatiser le maximum de postes de travail possible. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près entre 2 000 à 3 000 euros pour informatiser pour les handicaps sensoriels, c'est-à-dire les handicaps visuels et auditifs, un poste de travail. Donc les personnes handicapées n'ont pas les moyens, les entreprises n'ont pas forcément non plus les moyens de le faire. Donc nous, on veut le faire pour donner la possibilité à tout le monde de bénéficier, de pouvoir travailler, avoir des compétences et les mettre en avant. C'est tout ce qu'on demande. Et donc finalement, grâce à ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du portage salarial. En quelque sorte, voilà. En quelque sorte. C'est plutôt de la mise à disposition ou de l'intérim, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va proposer aux entreprises d'héberger, mais pas tout le temps d'héberger, leurs travailleurs handicapés, le temps de les aider à mettre en place des moyens d'accueil et pérenniser leur poste. Et là, quand on fait du portage, ça rentre également dans le quota de l'entreprise. Là, il n'y a aucun problème. Avec la nouvelle loi du 6 août 2018 qui vient de sortir, donc à partir du 1er janvier 2019, il y a justement ce test des entreprises de la mise à disposition de personnes handicapées auprès d'entreprises qui est considérée comme de l'intérim. Alors pour l'instant, il faut que je vérifie toutes les obligations. Apparemment, les associations et les entreprises qui accompagnent les personnes handicapées peuvent le faire. Bon, il faut être sûr qu'on rentre tout. Mais pour l'entreprise, c'est un gain parce qu'elle va pouvoir prendre une personne handicapée en intérim, tester, j'aime pas ce terme, mais bon, essayer de vivre avec une personne qu'elle ne connaît pas et un handicap qu'elle ne connaît pas et apprendre à avancer. Et nous, en plus, on va accompagner cette entreprise dans ce domaine, on ne va pas la laisser toute seule parce que c'est impossible. Alors, vous avez été l'une des finalistes du concours Avenir, enfin créatrice d'avenir, lancé par Initiative France d'ailleurs. Comment ça se passe? Alors, comment on fait pour participer à ce concours? Comment vous êtes tout simplement inscrite? Ah, pas du tout, c'est la faute de quelqu'un.
Donc, d'ailleurs, non, c'est la faute, voilà, si elle m'écoute, C'est la faute à qui? C'est la faute d'Amel Guédoun, qui m'a accompagnée au début du projet, qui m'a dit tu dois t'inscrire à Créatrice d'avenir. Donc c'est Amel Guédoun d'Initiative 95 qui vous a proposé de faire partie du concours Créatrice d'avenir. Voilà, et vous êtes retrouvée parmi les 15 finalistes. Ah tout à fait, et puis c'est grâce à tout le travail qu'elle a mis en place et l'accompagnement qu'Initiative 95 a mis en place pour ce concours qui nous a permis d'arriver finaliste. Et quand même qui a fait que le Val d'Oise a quand même la grande finaliste du concours qui est Tatou Téton, et qui est du 95 aussi. Donc Initiative 95 a fait un sacré boulot pour nous accompagner et en arriver là. Et alors c'est un parcours qui dure combien de temps? Alors nous on a mis le projet en place au mois de septembre, où on a fait l'ouverture et le lancement du concours. Donc il a fallu déjà qu'on dépose un premier dossier. Une fois qu'on a déposé un dossier, donc il y a eu 700 dossiers de retirés, il y a eu 320 dossiers d'acceptés, et sur les 320 dossiers, ils en ont fait 75 finalistes, du moins 75 retenus, et dans les 75 retenus, ils ont choisi 15 finalistes. Donc les 15 finalistes ont été choisis lors d'un jury. D'une sélection, oui. Une sélection avec plusieurs jurys, ils étaient très nombreux à discuter sur les dossiers, à découvrir les dossiers, et à choisir en fait, sur les 75, les 15 finalistes. Voilà, c'est un projet qui dure pas tout à fait un an, mais presque finalement. Nous, on l'a pris un peu en retard, oui. En tout cas, bravo, merci beaucoup d'être venu ce matin. On va tout de suite passer la parole à Benjamin Wechter. Alors vous êtes dans un tout autre domaine, Benjamin Wechter, rien à voir. Vous, c'est de l'informatique. Vous êtes ce qu'on appelle un éditeur de logiciels. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, effectivement, on est éditeur de logiciels. Nous sommes donc la filiale d'un groupe canadien. On est une PME à l'échelle mondiale, puisqu'on est à peu près 240 dans le monde, au travers d'une quinzaine de filiales dans différents pays, toutes de taille à peu près similaire, d'une quinzaine de personnes, on va dire. On a 300 de R&D au Canada, aux Pays-Bas et en Australie. Et on est revendu essentiellement par des manufacturiers d'imprimantes et des manufacturiers de machines de mise sous pli. C'est-à-dire que vos logiciels sont intégrés dans les machines? Non, alors nos logiciels sont intégrés dans les machines, mais nos logiciels sont une valeur ajoutée pour ces manufacturiers parce que grâce à nos logiciels, on va piloter correctement ces machines. Pour que ce soit de l'impression ou que ce soit de la mise sous pli de documents dans des enveloppes. Donc nous, on automatise des processus métiers qui sont liés à la manipulation d'un document, généralement, dans une entreprise. Un de nos plus gros types d'activités est la gestion des factures dans les entreprises. Et une entreprise, toute entreprise produit des factures, et en fonction du volume de factures que vous produisez, ça peut assez vite devenir un casse-tête, très chronophage, très consommateur de temps, de manipulation humaine. Et nous, on vient justement automatiser tout ça, distribuer de manière automatique ces documents, soit vers de l'impression et de la mise sous pli si elles doivent être envoyées par la poste, ou de ce qu'on va appeler de la digitalisation de ces factures. Et grâce à notre partenaire ODrive, on va signer numériquement ces factures avec ce qui s'appelle des cachets RGS 2 étoiles qui sont imposés par l'administration fiscale pour apporter la preuve de l'émission et de l'authenticité des factures. Voilà, donc vous avez signé un contrat de partenariat avec ODrive pour pouvoir faire et que ce soit transparent pour le client, c'est ça? Voilà, cette valeur ajoutée à nos clients. Donc nous on aide les entreprises à migrer de processus papier vers des processus full digitaux sans rien changer à leur environnement actuel. Est-ce que ça peut s'adapter à tout type, toute taille d'entreprise? Toute taille d'entreprise, tout secteur confondu. Il y a des solutions pour les petites entreprises comme pour les plus grosses, c'est ça que vous voulez dire? On a un effet de gamme dans nos produits, effectivement, en termes de capacité, de vitesse de traitement, etc. Mais globalement, les fonctionnalités sont quand même les mêmes.
Et on va toucher tout type d'entreprise, tout secteur, puisque toute société produit un document pour accompagner ce qu'on appelle une transaction. Bien sûr. Je vends à un client, je fais une facture, j'emploie un salarié, je fais des bulletins de paye, j'expédie des biens, je fais des bordereaux de livraison, je lance en fabrication des biens, je fais des bons de fabrication. Et à chaque fois que vous avez la production d'un document qui, historiquement, est représenté sur un format papier, vous avez énormément de manipulation humaine et de coûts cachés liés à cette manipulation humaine. Et nous, on vient automatiser tout ça, justement, et fluidifier tout ça chez nos clients. Alors, ça fait donc un certain nombre d'années. Objectif Lune, c'est pas tout jeune. Enfin, c'est Non, pas très vieux non plus comme entreprise. Non, c'est pas très vieux. Le groupe canadien a été créé, lui, en 93. La filiale française, elle, a été créée en 2004. Mais donc, ça fait déjà en France une petite 14 ans presque, ouais, 15. Et oui, et voilà, ça se développe bien. Alors, quels sont vos objectifs, puisqu'on est dans le mois des vœux? Quels sont vos vœux pour 2019? Alors, nos vœux pour 2019, c'est de développer encore plus ce partenariat avec OnDrive pour pouvoir apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Et c'est également trouver des nouveaux distributeurs qui soient, nous on est distribué essentiellement par des manufacturiers, comme je vous disais, d'imprimantes, des fabricants d'imprimantes ou de machines de mise-sous-pli. Et on souhaiterait trouver un nouveau type de revendeurs qui soient plus des intégrateurs de solutions logicielles déjà chez des clients, type ERP, type CRM, type... voilà. Et c'est une obligation de passer par ce type de réseau de revendeurs et non pas de faire du direct. C'est une volonté. Oui, c'est une volonté. C'est une volonté parce que grâce à un réseau de revendeurs, vous démultipliez votre force commerciale, bien évidemment. Si vous voulez, un commercial chez nous va s'occuper d'une trentaine de commerciaux chez nos revendeurs. Donc forcément, il y a un effet de levier bien plus intéressant. Même si on donne une marge sur notre chiffre à ces revendeurs, mais ce qui est tout à fait normal, mais c'est la clé sur la recherche et développement. Donc je vous disais, on a 3 pôles de R&D au travers le monde, et c'est essentiellement la recherche et développement, c'est essentiellement, dans notre cas qui est le logiciel, c'est des codeurs, c'est des gens brillants, capables de concevoir nos logiciels de manière efficace, de trouver, alors pas de trouver, mais de parvenir à mettre en place dans nos logiciels des besoins métiers que nous, on remonte du terrain. D'accord. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est généralement comme ça que ça se passe. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des produits qui répondent aux besoins de nos clients. Voilà, donc on a bien compris, fabrication de bons de livraison, de bulletins de commande, de factures, de feuilles de paye, de bulletins de feuilles de paye. Tout document qu'une entreprise doit produire de par son activité. Et donc on peut faire des documents adaptés à soi, c'est-à-dire qu'une entreprise peut aussi vous dire, voilà, moi je veux que ce soit comme ci, comme ça, ou bien c'est standardisé? Ah non, c'est totalement du sur-mesure à chaque fois. Les entreprises produisent déjà des documents. Si on prend un ERP, il va produire des factures, il va produire des bordereaux de livraison, mais il va les produire. Les éditeurs de ERP, leur point fort, c'est pas la mise en forme des documents et c'est pas le pilotage éventuellement du matériel d'impression. Eux, leur force, c'est la gestion des données, c'est les interfaces utilisateurs, c'est la consolidation des données, etc. Et donc, nous, on vient se brancher derrière, si vous voulez. Ils impriment des documents qui ne sont pas forcément toujours très jolis, qui ne sont pas forcément optimisés. Et nous, on va récupérer ces flux-là, on va extraire les données et on va être capable de remodeler complètement le document et de l'optimiser totalement en ajoutant, par exemple, les conditions générales de vente au dos de la première page uniquement et en générant le reste des pages en recto verso. En ajoutant conditionnellement le logo de la filiale, parce que vous pouvez avoir un groupe qui a un ERP, qui a plusieurs filiales dans cet ERP,
et on va automatiquement ajouter le bon logo de la bonne filiale, les bonnes conditions générales de vente. D'accord. Tout ça va être totalement dynamique. Alors, ce sont des solutions qui coûtent combien combien il faut compter quand on veut investir dans ce type de solution? Alors, en termes de logiciel, disons que ça va aller à peu près de 15 000 à 35 000 euros en logiciel. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les services professionnels. Alors, les services professionnels, c'est nos équipes chez nous qui vont soit former nos clients pour que nos clients soient autonomes et puissent prendre en main l'outil et réaliser tout ce qu'ils veulent. Soit on va définir avec le client un cahier des charges répondant à un besoin spécifique et nos collaborateurs vont dans ces cas-là mettre en place la solution pour le client en respect de ce cahier des charges. D'accord. Ah bah merci beaucoup. On a beaucoup mieux compris grâce à vous ce qu'étaient donc tous ces processus d'automatisation, de sortie de documents et puis de capture de données. Mais qu'est-ce qu'on appelle alors les sorties multicanales? Qu'est-ce que c'est pour vous? La sortie multicanale, c'est justement, si on prend le cas des factures, l'ERP va produire une facture, d'accord, et nous, quand on va recevoir le flux, on va identifier quelles sont les préférences de réception pour le destinataire de cette facture. Si ce destinataire a une préférence papier, on va effectivement imprimer le document. Si par contre ce destinataire souhaite recevoir la facture par email, et ben dans ces cas-là, on va, au travers des produits d'ODrive, certifier cette facture, la signer, et on va l'envoyer automatiquement par email au destinataire. Au destinataire, c'est ça. Oui, justement, on va passer la parole tout de suite à Sylvain Lefebvre pour ODrive. Alors, expliquez-nous un petit peu votre société, donc ce qu'elle fait exactement, parce que vous avez plusieurs produits, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, on a effectivement plusieurs produits et plusieurs gammes, mais on va essayer de simplifier les choses pour effectivement ensuite pouvoir rentrer dans le détail. Donc, ODrive propose aux professionnels des solutions de partage, la première des choses, partage et collaboration, des solutions de sauvegarde, et ensuite des solutions d'identité numérique et de signature électronique, ce qui effectivement nous a amené à monter un partenariat avec notre entité CERT Europe et Objectif Lune dans ce cadre-là. Et tout ce qui est signature électronique, bien évidemment, conforme aux certifications françaises et internationales. Parce que c'est obligatoire. Parce que c'est obligatoire et parce que c'est normé. Donc partant de là, on se conforme effectivement aux normes. Et on parlait tout à l'heure du RGS 2 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça, RGS 2 étoiles alors? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de règles à suivre et pour identifier la personne et ensuite s'assurer que le document ne soit pas transformé au fil du temps. Donc c'est des règles et des normes qui sont mises et qui doivent permettre d'assurer, lorsqu'on va être capable de remonter ce document, puisqu'on parle de numériser ces documents. Mais derrière, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir les retrouver à un moment et identifier la chaîne ou en tous les cas le suivi qui a été fait sur ce document. Si on signe un document mais qu'ensuite il peut être changé ou modifié ou transformé à souhait, il n'a plus grande valeur. Donc c'est effectivement toutes ces normes qui nous permettent de nous assurer de faire ceci. Ensuite, si on continue un peu le descriptif d'ODrive, notre ADN, c'est surtout la sécurité et la confidentialité des données. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'être capable de suivre le cycle de vie de la donnée. La donnée, aujourd'hui, c'était très bien expliqué avant par l'activité d'Objectif Lune, c'est... Par Benjamin Wechter, donc. Oui, par Benjamin. L'objectif de la donnée, ça va être d'évoluer dans le temps. Un jour, on va la signer, un jour, on va la transformer, un jour, on va la créer, un jour, on va la stocker, on va l'archiver, etc. On va la partager, on va lui donner de la matière, du volume pour de nouveau l'échanger, etc. Et puis, à un moment, on va la figer, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, l'objectif d'ODrive aujourd'hui, c'est d'assurer dans le cycle de vie de la donnée, d'avoir les bons outils, les bonnes solutions. Je parlais tout à l'heure de partage, je parlais tout à l'heure de sauvegarde, je parlais de signature, voilà, à travers ces différentes étapes, s'assurer aujourd'hui que les données, en tous les cas, sont correctement utilisées et qu'on peut aider les structures et les entreprises, quel que soit le cycle de vie de ces données, en leur fournissant les bonnes solutions. Alors, vos solutions s'adressent à des entreprises privées, publiques. Vous travaillez avec tous les deux, avec peut-être des communes, mais aussi bien que des entreprises privées, je ne sais pas, ou des associations. Comment ça se passe? Alors, on travaille aussi bien, enfin, c'est le cas général, on travaille aussi bien avec des entreprises privées que sur la partie secteur public.
On a des solutions spécifiques, notamment pour tout ce qui est réponse au marché public, que ce soit du côté public ou du côté privé, dans les solutions Drive. Mais on est effectivement aussi bien privé que public. Peu importe dans l'absolu. La donnée tout le monde peut le telle, faire. Dans le monde professionnel, la donnée en tant que telle, à un moment, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin d'être signée, certifiée, archivée, stockée, etc. Donc peu importe où on se situe en réalité dans l'écosystème, il est rare que les entreprises privées ne travaillent contre elles, il est rare que les administrations ne travaillent contre elles, et donc on est là pour mettre du lien. Et c'est le même cas parce qu'une entreprise privée aujourd'hui va décider d'éditer une facture pour un client final ou de faire signer un document pour une administration en sortant les solutions d'Objectif Lune. Donc, peu importe finalement où on se situe. Alors, avec ODrive et puis Objectif Lune, est-ce que vous voyez une évolution du marché en ce moment? Est-ce que la digitalisation dont on parle depuis un an ou deux, est-ce qu'elle avance? Est-ce que ça progresse en France? Où est-ce qu'on en est? Oui, elle est de plus en plus forte. On a de plus en plus de demandes. Tout va dans ce sens, notamment l'administration publique, depuis le 1er janvier 2018, impose à un certain nombre de sociétés voulant faire du business avec l'administration de digitaliser leurs factures et de passer au travers une plateforme qui s'appelle notamment Chorus. Et donc c'est absolument dans l'air du temps. Le prix du timbre vient encore d'augmenter. Donc tout va dans le sens de la dématérialisation, si vous voulez, des échanges. Et toutes les sociétés essayent maintenant de prendre ce train en marche parce qu'il y a de véritables économies. Au final, même s'il y a un coût à la mise en place, le retour sur investissement de ce type de solution est généralement très rapide. Et ça permet, après ça, aux sociétés d'avoir un volume éventuellement qui va augmenter sans avoir besoin d'augmenter les ressources humaines pour traiter cette augmentation de volume, si vous voulez. D'accord, merci beaucoup Benjamin Wechter pour ce commentaire. Alors Sylvain Lefebvre, pour ODrive, où est-ce qu'on développe les produits? En France. Ah, tout est fait en France. Tout est fait en France. Enfin, en tout cas, en très très grande majorité. On est présent dans différents pays à travers le monde, mais la très grande majorité de nos équipes de développement sur ces produits sont à Paris, dans le 10e. Donc Île-de-France en plein, et on a un peu plus de 40% de nos effectifs aujourd'hui qui sont dédiés au développement de nos solutions. On est, tout comme Objectif Lune, encore une fois, on ne produit pas des machines, on ne fait pas d'agriculture ou quoi que ce soit, donc on est vraiment dans la production d'un logiciel. Notre produit, c'est le logiciel. Oui, vous, c'est un logiciel, donc c'est que du Comme développement intellectuel. Des machines pour construire. Nous, en tous les cas, on a de la matière grise, on a des hommes, on a des équipes qui aujourd'hui font la réussite d'ODrive et de ses solutions, donc directement à Paris sur les 3-4 solutions dont on parlait tout à l'heure. Alors vos vœux pour 2019, quels sont-ils? Nos vœux, ils sont effectivement de continuer ce que l'on a monté avec Objectif Lune et derrière d'être capable de le déployer plus encore. ODrive, dans la présentation tout à l'heure, effectivement, moi je m'occupe de la partie channel, ce qu'on appelle les partenaires. Alors les partenaires, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais essayer de le préciser. Oui, ça peut être les réseaux de vente, comme des partenaires professionnels, technologiques. Voilà. Exactement. Donc on va avoir plusieurs types de partenaires. Et si je dois en citer que quelques-uns rapidement, les premiers que je vais citer sont les ISV, c'est-à-dire les intégrateurs, on appelle ça, non? Non, ça pour le coup c'est des éditeurs. Ah, ce sont des éditeurs. Voilà, c'est des éditeurs comme nous qui ont une spécificité métier qui est en général verticalisée et qui va permettre à ODrive de ne pas aller verticaliser, spécifier particulièrement l'intégralité de ces solutions par métier, mais d'aller s'appuyer sur des acteurs qui ont déjà fait de la verticalité ou de la spécificité leur cheval de bataille et de pouvoir les accompagner avec nos solutions, notamment de signature, de partage ou autre. Donc ça, c'est le premier vœu et avec ces partenaires. Le deuxième, c'est les solutions intégrateurs, donc on appelle les SI, dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus en amont aujourd'hui sur des structures en général plus importantes et qui vont avoir cette vision de la digitalisation de manière beaucoup plus forte. Mais dans cette notion de digitalisation, ils vont rencontrer un certain nombre de problématiques. S'ils décident de travailler avec quelques grands acteurs mondiaux aujourd'hui, ils vont rencontrer des problématiques de sécurité à laquelle on est capable de répondre. Ils vont rencontrer des problématiques aujourd'hui autour de la signature, sur lesquelles ils ne sont pas capables de répondre, et autres. Et donc, notre but va être de les accompagner, de leur proposer notre solution, pour qu'au final, le client ait un seul interlocuteur, qui puisse simplifier l'intégralité de ses démarches et de laisser le client sur son métier propre,
on oublie bien souvent qu'il y a un certain nombre de contraintes qui viennent sortir le client de son propre métier, donc du coup de son business. Et c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est sur ces notions-là, on doit leur faciliter la vie. C'est notre métier de les aider là-dessus. Ils n'ont pas de temps à passer sur ça, donc on doit leur faciliter la tâche. Pour revenir sur la question posée tout à l'heure à Benjamin sur cette notion de transformation digitale, je pense qu'elle est inévitable. Elle est inévitable pour deux raisons. La première, c'est que c'est le sens de l'histoire et c'est la simplicité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intégralité des outils permettent cette simplification. L'intégralité des outils permettent d'aller vers ces documents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette digitalisation est déjà vécue au niveau individuel, avant même professionnel. On digitalise aujourd'hui la plupart des actions que l'on fait ou que l'on a. L'administration aussi nous pousse. Nous oblige, oui, bien sûr, on n'a pas le choix. Si on prend notre déclaration fiscale, depuis un certain nombre d'années, déjà l'administration nous pousse vers ça. Mais à ça, je mettrais en parallèle la notion de risque. Encore une fois, on publie un certain nombre d'informations, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, autour de la digitalisation. On doit forcément avoir ces notions de sécurité. Vous parliez tout à l'heure, je crois, dans les points infos du jour de la partie Facebook. Mais ce n'est pas que la seule. Encore une fois, il y en a pléthore. On doit effectivement être capable. Woodrive a fait le choix depuis le début, c'est son ADN, d'être sur cette notion de sécurité, avec l'intégralité des certificats qui sont nécessaires. C'est primordial, encore une fois, pour assurer la simplicité de mise en œuvre et pour éviter toutes les questions qu'on peut avoir derrière. On doit mettre cette notion de sécurité comme le socle, et ensuite venir mettre l'intégralité des autres solutions derrière. Alors, vos vœux pour 2019, quels sont-ils ? Aider les entreprises à se digitaliser, et ensuite partir à l'international, c'est notre souhait, et c'est pour ça aussi qu'Objectif Lune est essentiel dans notre partenariat, puisque Woodrive a levé un peu plus de 65 millions d'euros il y a environ 1 an et demi de ça, pour deux objectifs principaux. Le premier, partir à l'international, avoir la capacité d'accompagner bien plus encore. On est déjà présent aujourd'hui dans 90 pays, plus de 14 langues, etc. Mais on souhaite aller encore beaucoup plus loin. On accompagne effectivement aujourd'hui déjà en très grande majorité les entreprises françaises qui souhaitent aller à l'international, mais on va aussi faire le chemin inverse. Dessus. Donc des acteurs comme Objectif Lune sont essentiels pour notre développement, c'est-à-dire sans eux, encore une fois, ça a moins de sens. Et puis le deuxième, c'est le channel, le deuxième objectif qui était prévu, c'est la partie partenaire, et donc on souhaite y aller avec nos partenaires. Donc c'est le travail qui m'attend sur les mois qui viennent. Eh bien, on va vous souhaiter bon courage pour développer c'est une belle tout. chose, quand même. Bien sûr, c'est un joli challenge que d'aller à l'international et de Ouais. pouvoir rencontrer d'autres pays, d'autres cultures et de voyager. On va tout de suite, si vous voulez bien, tous les deux faire une nouvelle pause, mais cette fois en parole avec notre chroniqueur du jour. C'est Larissa Minoff. Bonjour Larissa. Bonjour Florence. Bonne année Larissa. Merci vous aussi, mes meilleurs vœux. Alors, quelle nouvelle dans l'immobilier aujourd'hui? Une très très bonne nouvelle. Ah, chouette. Voilà, donc nous allons parler des taux immobiliers en 2019 qui ne sont toujours pas à la hausse en fait. Donc les craintes d'une hausse des taux de crédit immobilier en 2018 se sont révélées non fondées. Donc en réalité, les taux de prêt sont restés à des niveaux très bas toute l'année, même ils ont baissé le dernier trimestre. Donc des taux immobiliers exceptionnellement bas toute l'année 2018. Les conditions sont restées exceptionnelles trimestre après trimestre, contrairement à ce que l'on pouvait craindre il y a un an. La très longue période de baisse de taux qui a commencé depuis 2009 et qui a permis d'atteindre des niveaux inédits n'a toujours pas pris fin. Les acquéreurs se sont habitués à avoir des taux très bas. Cela leur a permis notamment de compenser une partie de la cherté des prix de l'immobilier en ramenant l'effort de l'achat à des niveaux plus habituels de ce qu'on a l'habitude. Donc de plus, l'ensemble des emprunteurs ont pu profiter des changements des lois au niveau de l'assurance emprunteur qui offre plus de liberté à chacun pour pouvoir changer de contrat sans être engagé pendant une période de 15, 20, 25, voire 30 ans. De quoi réduire les mensualités totales de remboursement. Entre autres, malgré ce contexte très profitable, Crédit Logement a noté une baisse de nombre de prix immobiliers accordés sur les 12 mois glissantes. Merci beaucoup Larissa, on est très content de ces bonnes nouvelles parce qu'effectivement les prix de l'immobilier sont quand même assez chers et ils ont encore grimpé en tout cas sur Paris et sa région. Nous allons parler ça lundi prochain. À lundi prochain alors, merci Larissa et bonne semaine. On va tout de suite passer la parole à Margot Citruc. Alors Margot, vous êtes directrice
et fondatrice d'ailleurs de Passion. Alors expliquez-nous l'objet de Passion. Bonjour à tous. Passion, c'est une application de rencontre, la première application de rencontre pour les plus de 50 ans qui partagent les mêmes passions. Je précise parce que le nom vient de là, donc c'est passion au pluriel. C'est pas la passion amoureuse. Ça n'est pas que la passion amoureuse. Ça n'est pas que la passion amoureuse. C'est avant tout le partage de passions communes. Donc j'ai lancé ça avec mon équipe. On est 4 associés en octobre 2018. Oui, c'est tout frais, donc c'est pour ça que je disais que vous étiez notre start-up du jour. Exactement. Et on compte aujourd'hui 30 000 membres déjà, donc on est très contents. 30 000 membres en simplement quelques mois. Oui, en simplement quelques c'est incroyable. Mois. Ouais. 2 mois. Comme quoi la passion. Ouais. Comme quoi la passion, oui. Et donc, avec vous êtes très jeune, hein, vous avez entre 20 et 30 ans, je ne connais pas votre âge exactement. Et donc, tous vos 30 ans. Voilà. Ouais. Vos associés ont tous à peu près le même âge ou sont même plus jeunes. Tous le même âge, ouais. Alors, comment vous est venue cette idée de créer une société, une appli spécifiée aux rencontres pour développer des passions, quelles qu'elles soient? Alors, il y a plusieurs choses. Avec mes associés, on s'est tous connus à l'époque où on travaillait chez Appen, qui est une autre application de rencontre, mais dédiée à une tranche d'âge plus jeune, plutôt pour les 18-35 ans. On s'est connus il y a quelques années là-bas, où on s'est plus ou moins perdu de vue, ou resté en contact de loin. Et il y a 1 an, je discutais avec un de mes associés, et je lui ai expliqué que mon père était toujours célibataire depuis sa séparation avec ma mère, que j'essayais de lui faire rencontrer quelqu'un, mais que je ne savais pas. J'avais essayé de le mettre plus ou moins sur Tinder, mais je sentais qu'il y avait un décalage parce que voilà, mon père sur Tinder, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et puis à côté de ça, à côté des applis mobiles, il y avait des sites de rencontres plus classiques, plus généralistes, mais mon père, il n'avait pas envie de rester devant un ordi pendant des heures. Il avait une image des sites de rencontres un peu, voilà, il me disait que c'était pas son truc. Puis il y avait aussi des sites de rencontres dédiés aux seniors. Mais là, même le mot senior, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas parce qu'aujourd'hui, j'estime, enfin, et surtout mes parents estiment, et voilà, les plus de 50 ans estiment ne pas être des seniors. Donc j'ai compris qu'il y avait un vrai... On est tous d'accord autour de cette table dans le studio. Je me suis rendu compte que finalement, les plus de 50 ans, il y avait quelque chose qui ne collait pas parce que il y avait un décalage entre les étiquettes sociales ou marketing qu'on peut leur attribuer et puis leur façon de vivre et puis voilà qu'ils avaient d'eux-mêmes. Quand je vois, voilà, je reviens toujours à mes parents, mais c'est le premier exemple que j'ai. Ou votre famille, en fait. Ma famille, ou les parents de mes amis, ils ont plus de 50 ans, mais ils se sentent hyper jeunes, ils sont jeunes dans leur tête. D'ailleurs, petite pression sur l'application, il y a la possibilité dans son profil de mentionner l'âge qu'on a dans la tête, en plus de... Voilà. Donc, et puis en plus, souvent, ils sont actifs, hein, ils travaillent. Actifs, ils sont dynamiques, ils ont envie de profiter de la vie. Et d'ailleurs, paradoxalement, je me suis rendu compte que finalement, le vrai âge de... on dit carpe diem et tout, mais c'est aux alentours de 50 ans, parce que c'est l'âge où les enfants, ils ont grandi, ils sont partis même de la maison, souvent. C'est un âge où on a plus de pouvoir d'achat, c'est un âge où souvent on se connaît mieux aussi. Donc on a plus envie de profiter de la vie, de s'occuper de soi. Et je sais pas, à 20 ans, c'est vrai qu'à 20 ans, à 30 ans, on a beaucoup de pression, de construction d'avenir et tout. Et finalement, 50 ans, je me suis dit, c'est peut-être finalement, en réalité, le meilleur âge pour profiter de la vie, c'est à partir de 50 ans. Et donc j'ai voulu créer une application mobile qui s'adressait aux plus de 50 ans, mais dans des termes qui leur correspondaient réellement, c'est-à-dire dans des termes valorisants, j'ai envie d'employer un mot, bon, c'est un peu d'empowerment, voilà, j'ai envie un mot anglais. De valoriser, voilà, les plus de 50 ans. Et puis, alors, en plus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un célibataire sur 2 en France qui a plus de 50 ans. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, c'est pas que ma famille. Il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin. Et j'avais envie de faire une application purement mobile aussi. On m'a dit oui, les plus de 50 ans, est-ce qu'ils savent utiliser leur téléphone?
Oui, ils savent utiliser leur téléphone, ils savent télécharger une application. Et s'ils ne le savent pas encore, ils vont bientôt l'apprendre. Voilà, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que les 50 ans ne sont pas has-been, ils sont dans le coup. C'est ça que vous voulez nous dire. On va faire une pause musicale. Margot Citruc, si vous voulez bien, on revient tout de suite avec vous derrière. Je vous propose Ed Sheeran et Andrea Bocelli dans un titre d'Ed Sheeran qui s'appelle Perfect Symphony. Ah ben c'est bien sûr qu'on est tous dans le coup, heureusement. Et comment vous communiquez? Comment vous faites votre pub? Parce que pour avoir 30 000 utilisateurs en 2 mois, c'est quelque chose. Via Facebook. Facebook, ouais. Ah oui, quand même. Vous appuyez sur une communauté déjà existante ou pas? Non, pas du tout. Non, elle se crée au fur et à mesure. Aujourd'hui, Facebook, c'est un des meilleurs... Vous pouvez interagir avec elle, si vous voulez. Oui. On peut faire connaître les gens. Benjamin, je propose que vous lui posiez la question directement au micro. Après, je reprends la parole d'abord. Oui. Vous allez lui poser la question. Moi, je continuerai mes questions après. Parce que vous avez levé des fonds aussi, non? J'aimerais bien qu'on en parle. Et puis, je vais vous demander si vous êtes accompagné. Enfin, je vais continuer mon petit déroulé. Mais Benjamin... Geneviève Caillé, vous voulez lui poser une question? Je lui dire que l'année prochaine, il faut qu'elle se fasse créatrice d'avenir. Ça dépend si elle est accompagnée par initiative. Pas forcément. Pas forcément. Elle peut se faire accompagner par initiative, mais même d'elle-même, il faut vous inscrire parce que vous avez tout à fait le profil et la chance d'y arriver, non? Il y a plusieurs thèmes, parce qu'en fait il y a plusieurs thèmes. Il y a 5 catégories différentes, donc vous serez peut-être dans l'innovation, je pense. Voilà. Mais faites-le parce que c'est déjà, même quand on ne gagne pas comme nous, vous voyez, on a déjà une vitrine. Donc rien que le fait d'arriver dans finaliste, c'est intéressant. Mais parce qu'apparemment, je ne connais pas votre âge, mais apparemment on est 3 quand même à avoir 50 ans, voilà, à dépasser la cinquantaine. Là il y a les jeunes, en fait, là il y a les jeunes. Vous êtes tout jeune, vous. Vous êtes tout jeune, vous. C'est moi la plus vieille dans l'histoire. Vous n'avez pas le droit encore. Plus pour longtemps. Je vais bientôt pouvoir m'inscrire. Oui, mais du coup, on anticipe un peu. On ne sait jamais. Vous vous préparez pour l'avenir, c'est bien. Ça pourrait être utile. Non, ça va, c'était juste pour vous dire, ça va si tout va bien, la santé. Très très bien. Tant mieux. Mais il m'a dit... Il m'appelle le 31 au soir. Je vais vous donner ma carte quand même. Non, c'est pas grave. Je regarderai, C'est l'adresse. Je voulais vous dire, il y a, si vous êtes intéressés par l'international, tous les deux, là, il y a le Val d'Oise qui a signé avec un développement avec la Serbie. La Serbie vient le 17 janvier. À Paris, ils vont faire une conférence. Et si ça vous intéresse d'y assister, ils veulent développer les partenariats commerciaux avec la France. Très bien. Ah, d'accord. Et donc, peut-être que vous devriez venir le 17 janvier. Pourquoi pas? C'est le CEVO qui organise ça, le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Moi, j'ai reçu l'invitation hier. Enfin, il faut s'inscrire, en fait. Moi, je me suis inscrite hier. Oh, mais les inscriptions sont faciles à faire. Au CEVO, oui. J'ai travaillé chez eux. Je connais très bien. Au CEVO? Oui, j'ai travaillé 2 ans au CEVO. Donc, je connais très bien M. Benoît. CEVO? C2E, comité d'expansion économique, CEEVO. Voilà. Ils Commission, sont en charge de voilà. toutes les structures des entreprises du Val d'Oise. On laisse Andrea Bocelli chanter un peu, mais après on reprend. Est-ce que je peux expliquer très rapidement comment ça marche Ah, il va falloir, mais ça, je vais vous poser la question. On va d'abord réexpliquer ce que vous faites, que c'est je vais d'abord réintroduire en fait le sujet. Après, je passe la parole à donc Benjamin qui veut vous poser une question. Vous voulez lui poser une question aussi? Je lui dirais de se mettre sur Créatrice d'avenir. Après, alors, à la fin, on va d'abord la laisser parler sur comment ça marche. Et puis, moi, je vais vous faire répéter sur pourquoi une application 100% mobile. Voilà. Puis après, on avance. Sur votre application, pensez déjà à l'adaptabilité pour les problèmes visuels et auditifs. Oui. Puis combien ça coûte, je vais vous demander, enfin ce genre de choses. On vieillit très vite. Moi, j'ai du mal. Alors, quelles sont, par contre, la question que je voudrais vous poser, c'est pour ça que j'ai passé le titre, c'est pour qu'on se recale. Quelles sont les passions? Vous dites c'est pour les passions en général, pas seulement la passion monstre. Quelles sont les passions que vous avez identifiées en premier ou qui intéressent les gens là, d'après, puisqu'il y a 30 000... Alors, il y a les passions qui reviennent... vous allez nous dire tout ça au micro. On va y retourner. On y va tout de suite même. Allez, c'est parti. Il nous reste 10 minutes d'antenne.
Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie après Ed Sheeran et la magnifique voix d'Andrea Bocelli dans le titre d'Ed Sheeran qui s'appelle Perfect Symphony. Voilà encore un titre de fête, je trouve. C'est pour ça qu'on commence la semaine en fête aujourd'hui. Alors nous sommes toujours en compagnie au bar de l'économie de Geneviève Caillé, fondatrice d'Actif, accompagnée par Djora Haïb et Jean-Christophe Loza, et puis aussi de Benjamin Wechter, un président d'Objectif Lune, de Sylvain Lefebvre, directeur commercial chez Oudrive, et de Margot Citruc, avec qui nous étions en train de parler juste avant cette pause musicale. Margot Citruc qui a cofondé en fait Passion, un site, une première application de rencontre ou pour développer des passions, mais 100% mobile. Ça n'est pas un site internet. Là, vous ne pouvez y adhérer qu'à partir de votre téléphone. Et c'est spécialisé pour les plus de 50 ans. Alors, Margot Citruc, vous nous disiez que vous avez en 3 mois, octobre, novembre, décembre, 30 000 utilisateurs. Comment vous avez fait pour vous développer et avoir donc autant d'utilisateurs en si peu de temps? Et puis, deuxième question, vous dites passion, mais quelles sont les passions que les 30 000 premiers utilisateurs mettent en priorité? Alors, pour répondre à votre première question, comment s'est développé si rapidement? Grâce à Facebook, en fait. Tout simplement, on a communiqué sur Facebook et je pense que le concept a bien pris, a bien parlé à notre cible. Donc, il y a eu un effet boule de neige et tous les jours, on a plusieurs centaines d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs chaque jour. Donc, ça va assez vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si, voilà, très bien. C'est par Facebook. Par Facebook, c'est comme ça, c'est le levier qui vous a permis de vous développer. Pour l'instant, ouais. Et ensuite, oui, donc je rappelle que c'est une application de rencontre pour les célibataires de plus de 5 ans qui partagent les mêmes passions, d'où le nom. Ce qui fait que quand un utilisateur télécharge l'application, la première chose qu'on lui demande, c'est d'indiquer les passions qu'il a dans la liste de ses passions, enfin son top 3 ou 4 ou 5 passions. Il peut choisir. Ça peut être n'importe quelle passion, la littérature, le cinéma, le théâtre, la gastronomie, l'œnologie, la pêche, le yoga, le bricolage. Voilà, il y a toutes les passions possibles. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait des passions forcément qui sont un peu plus fédératrices, enfin qui reviennent souvent. Oui. C'est vrai que c'est la randonnée, ça revient très souvent. La randonnée, le cinéma, voilà, c'est la gastronomie, cuisine gastronomie et les voyages. Je dirais que c'est les 4 qui reviennent le plus souvent. Ouais. Et la passion amoureuse passe après alors? La passion amoureuse, alors après chacun fait ce qu'il veut, mais le concept de l'application c'est autour des passions communes, parce que je me suis rendu compte aussi qu'en discutant avec des quinquas, on n'a pas les mêmes critères de rencontre à 50 ans qu'à 20 ans ou qu'à 30 ans, et les centres d'intérêt commun, les passions communes, c'était quelque chose d'important pour cette cible, parce que c'est pas le même projet. Ce qui compte à partir de 50 ans, c'est de... Moi, je répète ce qu'on me disait, hein. Je sais pas. Mais non, vous avez 30 ans, vous ne savez pas, c'est sûr. C'est de rencontrer quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, avec qui on va pouvoir partager des bons moments. C'est pas comme à 30 ans où on cherche potentiellement, je sais pas, le père de ses enfants. Voilà, si je suis pas dans la nuance, je dis ça. Voilà, ce qu'on veut, c'est partager des bons moments, en fait. Partager des bons moments avec quelqu'un d'authentique, avec quelqu'un de sincère, avec quelqu'un qui nous correspond. C'est ce que j'ai compris depuis 50 ans. Alors, Benjamin Wechter, vous vouliez lui poser une question? Oui, non, mais ma question, c'était par rapport à comment en aussi peu de temps, vous arrivez à avoir déjà autant d'utilisateurs. Vous avez des objectifs en termes de nombre d'utilisateurs que vous voulez toucher à terme? Oui, bien sûr. J'ai des objectifs en termes de nombre d'utilisateurs. J'aimerais bien être à 100 000 utilisateurs en juin. Bon, c'est très ambitieux, mais j'aimerais. Mais surtout, avant d'avoir des objectifs de volume, j'ai des objectifs de ce qu'on appelle de rétention. C'est-à-dire, ce qui compte pour moi, c'est je préfère avoir 10 utilisateurs qui adorent le produit, qui restent tout le temps, qui reviennent tous les jours, que d'avoir des millions a priori, le but, c'est de rencontrer quelqu'un. Donc, évidemment, il y a un moment où la solution est vouée, du moins on espère pour eux, à s'arrêter. Bien sûr. Voilà. Ça vient toujours jusqu'à rencontrer la personne. Alors, comment ça marche justement cette application 100% mobile? Ouais, c'est une application géolocalisée. Donc,
Voilà, vous arrivez sur l'application, vous indiquez vos passions préférées dans la vie. Est-ce qu'il faut payer tout de suite? Comment ça se passe? C'est un modèle freemium, c'est-à-dire que donc la bonne nouvelle c'est que on peut le télécharger, l'utiliser, naviguer à travers les profils, même discuter de façon totalement gratuite et illimitée. Et on propose la possibilité de multiplier ses chances de rencontre en accédant à des options premium, voilà, qui sont pour le coup payantes. D'accord, donc la première démarche est gratuite finalement, Exactement. et c'est après, quand on rentre un peu plus dans l'application, que ça devient éventuellement payant. Éventuellement, c'est absolument pas obligatoire, c'est des options qui boostent l'expérience, mais vous pouvez rester de façon totalement gratuite tout le temps sur l'application. Alors, je reviens à comment ça marche, donc on rentre dans l'application, on indique ses passions, on rentre son profil, j'imagine, enfin un début de profil. Voilà, un début de profil, ça se fait vraiment, ça se fait très très rapidement. Il faut ajouter dans un premier temps quelques photos, donner voilà, une petite description, c'est sûr que c'est toujours mieux. Bon, après, tout le monde ne remplit pas à 100% son profil, hein, c'est non obligatoire, mais c'est vrai que c'est recommandé parce qu'un profil complet et bien enrichi sera plus attractif forcément. Et quand on arrive sur la page principale, on voit tous les célibataires à proximité, quelles sont leurs passions dans la vie, leurs photos, leurs infos principales, s'ils sont divorcés, séparés, veufs, le nombre d'enfants qu'ils ont, ce que je vous disais tout à l'heure, l'âge qu'ils ont dans la tête. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui le mentionnent. Et si quelqu'un vous plaît et que vous lui plaisez réciproquement, voilà, ça tourne autour de la réciprocité. Vous avez ce qu'on appelle sur l'application un succès. Voilà, on dit waouh, vous avez un succès, et vous pouvez discuter de façon limitée et gratuite. Donc, voilà, et donc là, l'échange complètement numérique se fait. Et si les gens veulent se rencontrer, vous êtes au courant? Ou ça passe en dehors de vous? Ah non, ça je suis pas. Je veux dire, l'application ne. Moi, je fournis un facilitateur, un accélérateur, mais après, ils discutent dans la messagerie de l'application. Ils peuvent s'échanger les mails et les téléphones, c'est ça que je veux dire. Ils peuvent s'échanger les mails, les téléphones. Ça vous regarde pas. Ça me regarde pas. D'accord. Mais donc, en tout cas, c'est ouvert. Je veux dire, le mail n'est pas barré, comme quelquefois dans certains sites où le mail est complètement occulté par l'application. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, ben alors nous, on ne fournit aucune information. Les mails des utilisateurs sont totalement invisibles. C'est si eux, entre eux, dans la messagerie, ils ont envie de s'échanger leur numéro, leur email, qu'ils peuvent le faire. Mais nous, on ne met pas ça de façon visible. Alors, on va rappeler comment on fait, donc, s'il vous plaît, Margot, comment on fait si on est intéressé par Passion, la première application de rencontre 100% mobile. Eh bien, vous allez sur l'App Store ou Google Play, vous tapez Passion au pluriel, puisque c'est autour des passions communes, et vous appuyez sur télécharger. Obtenir, et c'est gratuit, on charge, l'application est gratuite. Alors vous, il nous reste 1 minute d'antenne, donc vous êtes fait financer par, vous avez levé des fonds pour... On a levé des fonds auprès de 2 fonds d'investissement et 2 business angels en juillet de l'année dernière, et on espère faire une prochaine levée de fonds d'ici 6 mois. Dont l'objectif sera de se développer encore et toujours, d'amener des nouvelles fonctionnalités parce que ça coûte cher de développer une application, de s'étendre à l'international. Donc en plusieurs langues. En plusieurs langues. Merci beaucoup Margot Sitruk d'être venue nous présenter Passion aujourd'hui. D'ailleurs, merci à tous nos invités pour votre présence en studio aujourd'hui. On va se retrouver pour ma part après-demain, mercredi. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. On se quitte en musique. Et bonne année à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est pas indicatif. Bah oui. Demain, c'est pas toi, c'est Jacqueline.